Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet de cette session sera autour de l'AI et de la blockchain. Donc, on entend souvent ces deux buzzwords en ce moment sur les nouvelles technologies. La question, c'est de savoir comment elles convergent, si elles convergent, et aussi quels sont les challenges quand on voit leur application combinée. Alors, on connaît tous un peu, ou en tout cas, on a une vue sur comment ces technologies fonctionnent. D'un côté, on a l'AI qui peut vous générer énormément de contenu assez rapidement, mais dont parfois la véracité peut poser question. De l'autre côté, on a la blockchain qui, en termes de véracité, tend à être relativement sécure, mais où on peut retrouver une certaine difficulté à pouvoir entrer dans l'industrie parce que c'est une technologie qui reste aujourd'hui complexe. Alors, vous avez aujourd'hui 4 panélistes qui vont vous développer et vous expliquer comment ils travaillent avec ces deux technologies et expliquer des cas pratiques de ces technologies émergentes. Je vais vous laisser vous présenter et commencer par Claire. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Calmegène, je suis aujourd'hui la DG de Fundever France, qui est une boîte qui fait de l'externalisation sur les services clients. Et avant ça, j'ai fait 14 ans dans le domaine bancaire, où j'ai piloté plusieurs projets IA et blockchain. Je suis Jérémy Beaufils, je suis le CEO de Kakarot, qui est une start-up qui fait des zero knowledge proof, c'est-à-dire des preuves à divulgation nulle de connaissances. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout expliqué ce que ça fait, donc on pourra peut-être rentrer dans les détails après. Mais de façon très succincte, ce sont des preuves qui permettent de vérifier qu'une information est vraie sans rien révéler de cette information d'autre que le fait qu'elle est vraie. Donc on verra que ça a peut-être pas mal d'intérêt dans les modèles IA. Et à côté de cette activité chez Kakarot, je suis aussi le directeur de la chaire Digital Disruption de l'ESSEC. Et donc m'amuse assez fréquemment à changer tout le curriculum, en tout cas tous les syllabus, du fait que les technologies cool vont et viennent. Donc il y a 2 ans, un petit panel avec blockchain, je pense que vous auriez été à peu près 5% de cette salle, peut-être un an. Maintenant, il y a du monde, donc ce sera intéressant aussi peut-être d'avoir une discussion interactive pour savoir les raisons qui vous ont amené ici. Bonjour, donc moi je suis Florence, je suis directrice marketing et grants de XRPL Commons, qui est au niveau de la fondation de la blockchain XRPL. Et précédemment, j'étais Head of Partner Marketing chez Ripple, qui est une solution fintech connue pour solutions de paiement transfrontalier et qui a lancé sa stablecoin récemment. Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Félanger, je suis le Director of Policy, Governance, Innovation and Impact de Project Liberty Institute. Nous sommes une grande initiative vraiment à l'échelle de l'écosystème pour créer une meilleure économie des données à l'âge de AI. Du coup, nous travaillons d'une manière assez systémique sur vraiment du LPs and asset owners, VCs, entrepreneurship ecosystems, infrastructure and policy frameworks. J'ai hâte d'échanger ce sujet avec vous et je m'intéresse aussi beaucoup, on a eu une petite discussion juste avant de commencer, dans une salle comme ça, comme c'est la fusion entre deux sujets, le AI et le blockchain, on s'est intéressé qui ici vient du camp blockchain et qui ici vient du camp AI. Je m'intéressais, peut-être on peut faire un quick show of hands, qui vient du AI? Ah, c'est pas mal. Oui, c'est beaucoup, non? Et qui vient de la blockchain? Ok, je pense que c'est... Je laisse trancher. Je pense que c'est à peu près égal avec un petit bias peut-être pour AI, mais c'est très intéressant. Oui, en effet. Je pense qu'on est en effet dans un plus ou moins 50-50. Et c'est super parce que ça montre la maturité que ces secteurs commencent à avoir de plus en plus. Alors, avant de rentrer dans les use cases et dans ce qu'on voit aujourd'hui, ce serait pas mal qu'on puisse mettre une certaine base sur comment on définit aujourd'hui ces technologies, c'est-à-dire comment vous définisseriez l'AI et la blockchain. Pour vous, c'est quoi? Je commence. Je te remercie. J'ai pas choisi la bonne place.
Ou j'ai peut-être choisi la bonne. Pour moi, de toute façon, c'est deux technologies disruptives. Qu'est-ce qui caractérise pour moi une technologie disruptive par rapport à une technologie incrémentale? C'est qu'elles vont redéfinir une partie des chaînes de valeur. C'est-à-dire que l'IA, telle qu'elle est aujourd'hui, pour moi, c'est une évolution ou une révolution, comme on veut, du digital, qui avait permis de redéfinir les zones entre le métier et l'IT, dans un premier temps, le digital, puisqu'il avait créé les product owners, l'engineering et l'infrastructure. Et en fait, l'IA va aller un cran plus loin en récupérant cette fois-ci des processus qui finalement sont restés dans le digital et des processus métiers qui sont restés dessus, en incluant une logique agentique qui va jusqu'à l'infrastructure. Et donc ça redéfinit complètement le coût de votre système d'information, la façon dont votre organisation va fonctionner. Et c'est ce que je vois dans des façons assez early chez Fundever aujourd'hui, puisque nous, dans le service client, on va déployer énormément d'IA qui va venir assister les agents qui répondent au téléphone ou qui font des actes par chat ou par email en interagissant avec la donnée multimodale. Et donc là, on est sur une partie dans mon métier qui est assez amont, mais on peut voir qu'au fur et à mesure, moi, chez mes clients, ça va rentrer dans une logique agentique et au fur et à mesure dans leur système d'information. La blockchain, de la même façon, c'est une technologie disruptive. Moi, quand je travaillais dans la banque, on a redéfini la chaîne de valeur des marchés de capitaux en créant une plateforme qui s'appelle Forge à la Société Générale et qui permettait d'avoir une nouvelle façon de faire la totalité des activités des infrastructures de marché sur une technologie DLT, blockchain, qui était là avec du custodian, avec des nouvelles façons de faire le clearing, avec des nouvelles façons d'émettre des jetons numériques qui pouvaient prendre la forme de stablecoin. Et donc, c'est une nouvelle façon de penser une partie du business model et donc du revenu de la banque. Donc pour moi, c'est de la façon dont je le vois, c'est avant tout deux technologies disruptives qui amènent une nouvelle façon de penser ces chaînes de valeur et du coup des nouvelles sources potentielles de revenus et d'opérer ces métiers. On peut le faire dans l'ordre, c'est une question qui est toujours un peu complexe parce que surtout si on se penche du côté IA, il y a un peu tous les ans une nouvelle IA. Donc il y a on rentre directement, et c'est ce qui nous amène à mon avis à être aussi nombreux dans cette salle, dans la partie agentique, qui est généralement la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait, comment on agit. Mais l'IA qu'on appelle traditionnelle, qui est celle qui quand même sous-tend toute la chaîne de valeur qui existait déjà avant, c'était une IA qui répondait à la question qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut en tirer des règles générales, des patterns, en gros sans préjugés, en utilisant certains modèles. Donc cette IA traditionnelle, elle sert à un petit peu d'écrire. Moi j'appelle descriptive parce que traditionnel c'est en gros le passé. Il y a eu génératif qui est arrivé, là c'est là où tout le monde s'est intéressé. Ça permet de produire de la nouveauté, ce que faisait pas l'IA descriptive. Produire des nouveaux résultats, c'est ce que tu disais au début Céline, produire du nouveau contenu. Je pense que maintenant qu'on a bien compris qu'on pouvait tirer de ces sommes de données beaucoup d'informations, qu'on pouvait en générer des nouvelles, synthétiques, basées sur ces mêmes règles. Est-ce qu'on peut se servir de ces informations générées pour en informer des agents qui seraient autonomes? C'est à mon avis là qu'on commence à se dire mais il y a peut-être un marché qui est celui de dire bon, maintenant on équipe des agents qui vont peut-être faire des transactions, échange d'informations ou de monnaie. Et c'est là à mon avis, c'est la définition qui nous amène ici. Parce que ces agents vont devoir agir selon des règles. Ces règles, elles seront généralement couvertes par un secret des affaires, parce que c'est des règles de mes agents, de ma boîte, quoi. Et pourtant, je devrais m'assurer qu'elles n'ont pas été enfreintes. Donc ça, c'est, pour en revenir à la définition des Zero Knowledge Proof, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette discussion-là, qui est de dire comment je peux être sûr que ces agents-là respectent bien des règles qui doivent rester tacites. Donc ça, c'est le problème, à mon avis, de vérité un petit peu quasiment quantique qui nous amène ici, en tout cas qui moi m'intéresse dans cette conversation. Du coup, j'enchaîne sur peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec la blockchain. Qu'est-ce que c'est? De façon très triviale, c'est un registre public, transparent, immuable de données. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une traçabilité des actions qu'un agent pourrait faire, par exemple.
Et c'est là on peut commencer à parler justement de convergence entre IA et blockchain. La blockchain, vous en avez entendu parler à plein de niveaux. Pour les cryptos, la crypto, c'est un des cas d'usage qui a effectivement un gros impact avec l'AI et le trading, que l'on voit déjà se faire. Ça peut servir pour beaucoup d'autres choses, comme justement traquer des données, traquer des actions et avoir cette base immuable et que l'on peut partager. Quoi d'ajouter? Je pense que les définitions, tout le monde comprend à peu près ce que c'est. Les deux sont des infrastructures. AI is infrastructure and blockchain is infrastructure. Et j'aime beaucoup ce saying infrastructure is destiny, parce que je pense pourquoi c'est si important de parler aussi de l'intersection entre AI et blockchain, c'est parce que les deux technologies peuvent augmenter nos sociétés, mais aussi avoir des effets assez néfastes sur les individus, sur le fabric of societies et des structures de marché. On voit ça avec, par exemple, l'industrie du AI qui a quelques éléments de répéter un peu la hyperconcentration de ce qu'on a déjà vu dans le Web 2.0 avec les incumbents aujourd'hui. Et du coup, là, blockchain, évidemment, c'est un peu opposé à ça. C'est une technologie qui décentralise. Et une autre façon de voir sur les deux technologies que je trouve c'est très intéressant, c'est la notion de human agency. J'étais, il y a 2 semaines, sur une réunion virtuelle, sur un Zoom call avec Mengio, qui est un des 3 Godfathers of AI. Et c'était une réunion avec, je travaille beaucoup avec des investisseurs. Parmi les choses que je fais avec des partenaires comme Reframe Venture et d'autres, on a créé le premier processus international, surtout pour l'instant entre Europe et North America, des LPs pour le Responsible Investment in AI. Du coup, j'ai convenu plein des premières réunions entre les grands investisseurs sur comment investir d'une manière responsable dans le AI les derniers 18 mois. Et du coup, ça, c'était une réunion avec un des Godfathers. Et il a dit, peut-être certains de vous étaient au AI Action Summit, où il a aussi écrit ce Risk Report. Il a dit que nous avons 5 ans jusqu'à ce que AI surpasse Human Agency et Data Agency. C'est assez frappant. Et en même temps, qui ici dans la salle n'a pas eu les dernières semaines ou mois une discussion, une réflexion à la maison, en famille, avec ses enfants, entre amis, sur le fait qu'on se sent de plus en plus moins en contrôle de nos données personnelles, tout ce qu'on met dans les AI, tout ce qu'on met déjà dans les réseaux sociaux. Et ça va s'accélérer avec Agentic AI. Nous sommes vraiment sur un chemin d'accélération. En même temps, je trouve que la blockchain a des éléments très intéressants qui peuvent, sur le niveau de infrastructure sur lequel les applications sont construites, peuvent vraiment apporter quelque chose de très intéressant pour complémenter peut-être des défauts un peu des business models de AI qui doivent être très concentrés parce que c'est très cher d'entraîner des modèles, comme vous savez tous. Du coup, j'espère que c'est un sujet qu'on peut un peu creuser aujourd'hui, cette notion de data agency and human agency. Oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir le rappel que l'AI n'a pas commencé avec ChatGPT et qu'en effet, les RegTech, par exemple, ont toujours utilisé l'AI pour tout ce qui était monitoring et autres. Merci beaucoup. Concernant les intersections de ces deux technologies, quelles seraient-elles selon vous, enfin, quelles sont-elles aujourd'hui, et quels sont les use cases, je dirais, les plus avancés selon vous? Je peux commencer. On varie. Au niveau des use cases que l'on voit aujourd'hui qui sont déjà existants, c'est bon, déjà au niveau du code, la blockchain, elle est aujourd'hui codée en partie avec de l'AI, que ce soit pour vérifier le code ou pour l'améliorer. On le voit aussi au niveau de tout ce qui est trading automatisé, qui permettent d'aller définir des stratégies où on va trader en fonction du contexte, des projections de prix, de fees qui vont évoluer. Et ça, c'est déjà le cas, ça existe aujourd'hui. Et ce qui existe aussi, c'est tout ce qui est détection de fraude,
avec des solutions qui sont de plus en plus performantes. La détection de fraude n'est pas nouvelle, mais l'AI permet vraiment d'aller un cran plus loin. Et ça existe déjà aujourd'hui, c'est implémenté. Pour donner quelques exemples. Je peux parler de ma paroisse, je peux parler de Kakarot, parce que c'est un petit peu un pas de côté, au sens où c'est une discussion qui est peut-être très aux plus jeunes étudiants, entrepreneurs, wannabe, qui est de dire, nous en fait, Kakarot, c'était de la zero knowledge, et c'est toujours de la zero knowledge, qui avait un intérêt, qui a toujours un intérêt d'ailleurs, dans la blockchain, au sens où ça permet de vérifier et d'associer un résultat à un code source sans avoir à réexécuter ce code. Donc, toute l'idée de pouvoir dire, c'est bien le résultat que j'étais censé avoir, mais vous n'avez pas à refaire les calculs vous-même. On peut voir ici l'intérêt dans un système décentralisé où personne ne se fait confiance par construction et qu'il faut bien vérifier que j'avais bien le droit de vous donner 20 € sans avoir à refaire tout ce qui était quand même ce qui se passait essentiellement dans la blockchain, Proof of Work, qu'on a changé sur Ethereum avec Proof of Stake, mais qui du coup nuit à la décentralisation. Zero Knowledge comme technologie n'est pas liée à la blockchain en soi, mais c'est une technologie qui a une application qui est très très utile pour la blockchain. Donc nous, notre vocation en tant que startup, c'était de faire passer Ethereum, une blockchain un petit peu connue, à l'échelle. Mais ce faisant, cette idée d'une technologie zero knowledge qui permet de vérifier qu'un résultat est bien celui qu'on attendait sans avoir à exécuter le code, a beaucoup de valeur dès qu'on a des boîtes noires d'algorithmes en fait. Et donc on s'est dit, mais évidemment on peut faire passer Ethereum à l'échelle, ce qu'on est en train de faire, ça marche très bien, mais c'est beaucoup plus intéressant de se dire, est-ce qu'ici il y a un monde dans lequel on peut répondre à cette question qui est de dire, vous utilisez mes données personnelles? Ah mais je ne peux pas vous le dire, parce que si je vous le montre, en fait c'est privé, en tant que Google, Meta, Amazon, si je vous ouvre le capot, vous allez le refaire chez vous. Donc toute cette question-là était devenue un nouveau business model, infiniment plus grand que les 300 milliards de la blockchain Ethereum, très intéressant. Il y a aussi cette façon-là où souvent on voit comment on applique l'IA à des, ce qu'on disait tout à l'heure, en équipe, des agents avec des wallets, etc. Mais il y a aussi une possibilité que je vous encourage tous, quand vous faites un business, à avoir, de dire, mais est-ce que cette technologie que j'utilise pour ça n'a pas beaucoup plus d'impact là-dessus, et répond du coup à des questions de privacy qui, en vrai, dans la blockchain, n'ont pas vraiment de lieu d'être. C'est un lieu de transparence, donc blockchain et privacy, ça ne va pas très bien ensemble. Bah, justement, Zero Knowledge était et aujourd'hui un cas d'application. On peut parler des limites, mais je pense que j'ai fait assez long déjà, mais je voulais juste parler de ce que je connais pour une fois. Moi, je rejoins ce que disait Florent. Je pense que les premiers cas d'application, ils sont assez basiques sur la génération de code, la documentation ou l'efficacité qu'on peut avoir en interne de tâches qu'on peut avoir sur des fonctions finance, sur des fonctions RH, où on va pouvoir écrire des job descriptions, screener des CV, regarder des ponts partenaires, faire des bots de négociation. Donc en fait, tout ce qui est sous-jacent, alors on pourrait se dire que c'est pas que des entreprises de blockchain, mais en fait finalement, l'entreprise de blockchain, elle a souvent un ADN qui va lui permettre rapidement d'être précurseur et d'adopter en fait facilement les agents et la partie IA qui va avec. Donc ça, c'est ce que je pense qui est important. Après, ce que je vois, c'est pour aller un petit peu dans les cas qui arrivent, ce que je vois, c'est effectivement, on a beaucoup de cas qui viennent du GenAI qui sont sur la manipulation de la donnée, donc ce qu'on appelle la GED, la manipulation documentaire, qui va poser des questions de sécurité. Et donc de comment, en fait, la donnée permet de sortir d'un système d'information, typiquement dans mon métier avec un client, pour rentrer dans un autre système d'information de façon sécurisée. Et donc là, on va voir que les technologies de smart contract ou de blockchain peuvent s'appliquer assez facilement. La logique des protocoles peuvent s'appliquer par rapport à ça. Voilà, nous, on déploie du GenAI à grande échelle sur nos centres. On voit que, par exemple, les PC ne peuvent pas toujours tenir la charge d'une infrastructure centralisée. Donc on peut se dire qu'à grande échelle, il va y avoir besoin d'une infrastructure décentralisée dans la notion de protocole qu'on peut voir dans la blockchain. Et donc là, moi, où ça se pose la question, donc voilà les points d'achoppement qui sont finalement assez opérationnels. Moi, les points d'expérience client, je les prends toujours avec plus de pincettes, parce que quand on dit, on voit tout de suite une transformation de l'expérience client avec l'IA, avec la blockchain, en fait, on observe quand même qu'on n'est pas tout à fait arrivé au bout de l'interaction humaine sur robot directement.
Je pense qu'on a encore un petit peu de travail avant de voir vraiment des NPS ou des CSAT qui décollent quand on fait ça. Et à la fin, un client, c'est quand même ce qui nous fait vivre au quotidien. Et donc, il faut qu'on délivre des infrastructures d'expédition. Donc, je suis toujours un petit peu plus circonspecte quand on vient me montrer des cas full AI automatized avec des chatbots ou des callbots. Ça peut être un business model. C'est le business model de certains. Mais je pense qu'il y a toujours, à un moment, Human in the Loop qui, lui, apporte une vraie différence. Par contre, voilà, il y a ce sujet de la sécurité de la donnée, il y a ce sujet de la décentralisation de l'infrastructure qui arrive de mon point de vue. Et la question que je me pose toujours, c'est, en ayant été dans les deux mondes, on voit que dans la blockchain, il y a des protocoles, il y a des fondations qui sont là, donc telles que XRPL Commons, qui vont promouvoir des protocoles. Et finalement, ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'on n'a pas vu la même chose dans l'IA. On n'a pas vu ces fondations qui promouvoient des protocoles. Alors on verra comment se passe l'évolution des Européens, des Chinois, des Américains. On est avec des Chinois qui sont partis en full open source, qui ont parmi les modèles les plus puissants du monde. On a des Européens qui ont privilégié des logiques de souveraineté, de traçabilité, de compréhension de comment sont entraînés les algorithmes. Et on a des Américains où ils ont privilégié une version business. Et puis on verra comment les OpenAI, Claude, etc. évoluent dans ce monde. Mais c'est vrai que je me pose la question, et c'est peut-être aussi un peu ce qui se passe à Liberty, de dire quels sont les protocoles qu'on écrit demain, comment est-ce qu'ils sont promus, est-ce que c'est de l'infrastructure publique qui est du domaine gouvernemental, ou est-ce que c'est de l'infrastructure qui va être promue par des fondations qui ont plus de liberté, avec des mouvements de board qui sont nommés. Voilà, moi, c'est des questions ouvertes peut-être dans l'intersection de demain. Oui, je pense que ça, c'est un point tellement important. Et souvent, on regarde aussi pas vraiment comment l'infrastructure est gouvernée. On l'utilise. Beaucoup de gens regardent si c'est efficace ou pas, combien ça coûte. Mais ce qu'on regarde moins souvent, c'est même dans le monde de blockchain, comment les infrastructures, les protocoles sont gouvernés. J'ai rencontré en allant dans le salle un monsieur là-bas qui on a lancé il y a 1 an et demi une blockchain governance toolkit pour ceux qui sont intéressés dans ça, qui maintient beaucoup des best practices, comment on gouverne une blockchain, parce que une erreur, et c'est un peu... J'aime bien passer juste un tout petit moment sur le titre que je trouve génial, AI and Blockchain, mariage de raison. Du coup, est-ce que ça a du raison de marier les deux? Je pense que oui. Il y a plein de raisons vraiment très précises. On a entendu plusieurs déjà. Peut-être j'ajouterai... plus précisément, je pense qu'il y a un grand potentiel dans tout ce qui est data provenance. AI, it's data. This is all about data, and who produces data? You all produce data, your businesses, yourself. Et dans ce sens, blockchain technologies ont une capacité de tracer qui a donné quelles données, a une capacité théorique de aussi être un levier de créer une certaine interopérabilité. Tout ce que nous, on met dans une blockchain, est-ce qu'on peut le mettre dans une autre blockchain? Le valeur ajoutée, comment on bénéficie de ça si c'est dans une closed system qui n'est pas interoperable? Et là, le potentiel de décentralisation de la blockchain est fantastique. Il y a une deuxième grande chose que peut-être on voit de plus en plus des gens qui en discutent, c'est cette fameuse question de stake. How can we have a stake in the data that AI uses? Nous, en tant qu'individus ou avec nos entreprises, on donne des données au modèle de AI qui crée un saut-value. Encore plus important si on regarde si des systèmes de AI vont remplacer la productivité, comment c'est taxé. C'est des questions énormissimes socio-économiques pour notre futur. Et aujourd'hui, on n'a pas un bon moyen de tracer le valeur qu'on donne aux AI, le valeur de nos données individuelles, le valeur de données pro. Et ça, c'est quelque chose où je trouve la blockchain a un potentiel assez important et intéressant d'intervenir, être vraiment ce livre de data agency, de stake dans le monde de AI. Je crois qu'on voulait tous les deux réagir, mais, ouais, je pense que c'est effectivement ce que... Enfin, ces choses-là existent déjà. La blockchain répond à beaucoup de ces problèmes-là. Ce qui est très intéressant, et ça c'est plutôt le marketeur qui parle, c'est que ces problèmes-là,
ont prétendu être résolus par la blockchain il y a 5 ans. C'est-à-dire les problèmes de IP, de je vais vendre mon NFT, on va me reverser les droits, etc. Qui n'étaient pas des vrais problèmes en fait. Aujourd'hui, si je crée une IP, il y a plein de gens qui font ça sur YouTube en disant maintenant, je sais pas, les enfants découvrent les cartoons sur YouTube, je vais créer des IP, ça va générer des IP products en masse, ça va être très compliqué pour moi et mes avocats de les traquer. Est-ce que je peux pas le mettre directement dedans? C'était une proposition de valeur de la blockchain il y a 5 ans qui n'avait aucun intérêt il y a 5 ans. C'est comme les boîtes du dot-com bubble qui disent ça va s'appeler Knock Knock, vous allez summon un livreur qui va venir chez vous, il va vous livrer des pizzas et ça va être génial. Oui, mais c'est en 2001 et c'est nul en fait. Ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne très bien aujourd'hui. Vous avez commandé sur Deliveroo ou Uber Eats avant-hier. Parce qu'aujourd'hui, c'est prêt. Il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin. Les capacités techniques sont là. Ce qui est intéressant, peut-être que c'est là-dessus, c'est quelles sont ces capacités techniques et est-ce qu'il y a un marché, quoi. Oui, et au-delà de pouvoir tracer sa donnée, avec la blockchain et les smart contracts et la programmabilité de la monnaie, on peut également envisager des micro-paiements pour l'usage de la donnée. On parle des données personnelles ou le micro-usage qu'un agent AI va faire en allant consulter un article du Monde pour répondre à votre question, par exemple, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et donc, on a des nouveaux business models aussi qui peuvent s'imaginer et se développer grâce à cette intersection. Peut-être un coup en avance. Non, c'est parfait. C'est parfait. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'une technologie, ça reste une technologie. Ça ne fait pas la proposition de valeur d'une idée ou d'une boîte. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous disiez par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de startups combiner les deux techs aujourd'hui. Et donc, on a vu beaucoup de boîtes différentes. Quelles sont, selon vous, les boîtes qui ont vraiment trouvé un use case clair dans l'intersection de la crypto et l'AI? Donc là, c'est vraiment les boîtes notables, selon vous, qui sont dans ce secteur. Bon, il y a une boîte notable, comme ça je l'ai dit, comme ça après c'est bon, j'ai dit. Sam Altman a créé ChatGPT et puis Sam Altman a créé Tools for Humanity World. Bon, bah, ça marche bien en fait. C'est pas un business en soi, encore. C'est un business profitable probablement du futur, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si vous créez un monde synthétique, plein de gens vont réfléchir à comment contrer ce problème. L'Europe, comme je le disais, peut-être du côté plus quel est le danger, est-ce qu'on peut comprendre comment ça marche, les États-Unis du côté business. En tout cas, il y a un vrai problème ou une vraie ambivalence qui est de dire il y a un monde qui est synthétique, vous validez vos virements avec votre banquier sur une preuve vocale, que c'est bien vous avec votre voix par téléphone, mais ça marche plus. Donc il faudra bien que vous prouviez que vous êtes un vrai humain et que vous êtes qui vous prétendez être. Donc c'est aussi pour moi, ça, c'est le plus gros elephant in the room. Est-ce que c'est de la blockchain? Bah, parfois, oui. Je sais que World regarde. C'est des discussions qu'on a sur, justement, Zero Knowledge Proof et les preuves décentralisées sur comment on peut prouver qu'on est un humain. Ça a plein d'autres implications qui, à mon avis, sont intéressantes pour la Liberty Foundation, qui est de dire, bon, ben, oui, mais comment je prouve que je suis un humain? Est-ce que Orb, c'est la meilleure façon de le faire? Donc, si vous avez vu, c'est quelque chose qui scanne les risques pour prouver qu'on est un humain. Mais bon, il y a bien cette volonté, à un moment, de savoir... Est-ce qu'il y a bien un humain qui regarde mes vidéos? Est-ce qu'il y a bien un humain en face? Et donc, il y a tout un pan de l'économie quand même qui est intéressant. Cette ambivalence-là, elle est intéressante parce que c'est un peu the elephant in the room. Je peux juste... je trouve que oui, ça montre aussi le potentiel énormissime et c'est très brilliant de développer en même temps l'infrastructure de AI et l'infrastructure de cette trust layer qui peut muter dans des façons assez intéressantes avec tous les sujets qu'on a abordés, dans toutes les directions qu'on a abordées. Mais on a déjà parlé de cette notion d'infrastructure et de cette question. Est-ce que c'est bien si une infrastructure si importante qui maintient le digital personhood dans l'âge de AI, est-ce que ça devrait être une corporate qui la gère, si c'est l'identité humaine dans l'âge de AI qui peut maintenir notre data agency, les relations qu'on a avec les systèmes de AI, les situations de stake, ou est-ce qu'il faut peut-être penser plus comme presque dans la fondation de l'Internet, TCP, IP, SMTP, dans les protocoles, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de penser vraiment d'une manière d'infrastructure digitale dans l'intérêt commun, parce que ce sont des sujets assez
fondamentaux qui sont la base de nos économies, mais aussi la base de notre vie sociale et privée de plus en plus. Du coup, je trouve que merci que tu aies appelé ça les éléphants in the room, parce que je pense vraiment que je sais qu'on va aussi parler d'ici peu dans le rôle d'Europe dans tout ça, mais il y a plein de discussions sur des choses comme Eurostack, Digital Infrastructure Solutions. Ça, ce sont les types de questions que j'aimerais bien entendre beaucoup plus dans comment on peut être en même temps très ambitionné d'une manière très systématique, mais aussi avoir ces questions de compétition, de human agency un peu in mind quand on construit des systèmes comme ça. Je ne sais pas s'il faut répondre à tes questions parce que ça va être beaucoup plus triste que la conversation nous emmenait Paul et Jérémy, mais peut-être pour faire l'exercice. En fait, je pense que pour répondre à la question où est-ce que ça fonctionne, la définition de l'IA, elle est très large. Donc, par exemple, si on prend le protocole XRPL qui permet de gérer tout le système de comptabilité d'invoicing sur les nouvelles API qui viennent de sortir, du coup, on met de l'IA facilement, comme l'expliquait Florence, pour écrire du code et puis créer un système de comptabilité nouvelle génération. Voilà, enfin, tu vois, en fait, l'IA, c'est quand même super large. Après, si on réfléchit aux chaînes de valeur et comment, qu'est-ce que peuvent être les impacts sur les chaînes de valeur et du coup, qu'est-ce qu'on voit émerger comme boîte qui touche ça. On peut voir, par exemple, un des cofondateurs de Tezos qui a été monté un fonds d'algo trading en disant, en fait, on va pouvoir modifier. Donc, dans les marchés de capitaux, on utilise des algos de Monte Carlo qui vont pouvoir piloter le risque sur les valorisations. En fait, lui, il se dit, je vois bien le lien entre ce que je faisais dans Tezos avec de la traçabilité, de la compartimentalisation et aller optimiser ces algorithmes de Monte Carlo qui finalement manipulent des milliards et donc peuvent créer de la liquidité quasiment en temps réel avec un système de traçabilité immédiat. Donc ça, il est en train de le construire avec une équipe à Londres d'algo-traders, de machine learning, etc. On a parlé des sujets de traçabilité, confidentialité de la donnée. C'est sûr qu'avec le GenAI qui arrive à faire du deepfake en temps réel où franchement, je vois en voix qui prennent des vidéos de nous avec notre voix, vous le savez, en fait, quelqu'un maintenant peut utiliser ma voix, vu le nombre d'heures d'enregistrement qui existent sur Internet, et se faire passer pour moi. Donc, à un moment, je vais vouloir une identité numérique renforcée. Et donc, ça, c'est des cas d'usage qu'on voit à travers des boîtes comme Reality Defender ou Gogolook qui vont équiper de l'IA combinée à de l'infrastructure décentralisée, parfois positionnée sur de la blockchain, pour se dire comment je fais pour créer une personnalité hyper sécurisée qui revient un petit peu à ton point quand même de dire la data agency et qui est le honneur de la data, comment on est sûr que c'est bien ma data et que c'est moi, que c'est ma voix, que c'est mon identité et quelles sont mes caractéristiques qui sont là. Donc ça, on peut se dire que c'est des business models qui émergent, mais également, comme le disait Paul, probablement un droit fondamental. Et donc, comment on l'extrapole dans notre société demain. Donc, mais on voit bien ces chaînes de valeur de tout ce qui est protection, cybersécurité, identité, qui vont intensément utiliser de l'IA et de la blockchain, ces sujets de marché qui sont assez finalement propices à ça, même si en fait les marchés traditionnels sont peu consommateurs. Donc ça va être plutôt des fonds de niche comme celui qui est monté sur la Tezos. Donc ça va, avant que ça prenne de l'ampleur, et je vois Arnaud qui est dans le coin, donc qui nous dira peut-être son point de vue dans les questions, s'il pense que chez BPI, les fonds l'adopteront plus rapidement, puisqu'ils ont quand même un fonds dédié à la blockchain. Et puis après, on le voit sur tout simplement la génération du marketing, où les expériences service client, on va avoir du GenAI de façon intense. Et là, on va retrouver des composants de blockchain ou des composants de smart contract qui peuvent vouloir transacter, mais on est plus dans une relation très incrémentale de ces systèmes. Donc moi, je suis au board de CoinHouse. Évidemment, on regarde toutes les implémentations possibles de l'IA, comme je vous le mentionnais, dans le système de performance de l'entreprise. Voilà, pour une réponse un peu plus terre à terre, mais, mais qui nous emmène sur le sujet aussi. Merci à tous. Ce qu'on retient un peu de la convergence de ces deux technologies, c'est que la blockchain joue un peu ce rôle de contrôle des résultats, je veux dire, de l'AI. Est-ce que vous voyez une autre technologie de contrôle que la blockchain pour l'AI ? Oui, les zero knowledge proof.
C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Non, en vérité, oui. Mais je pense que je l'ai plutôt expliqué. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est qu'on regarde. Mais c'est comme toutes les technologies. C'est-à-dire qu'un type qui a l'air très sympathique, qui fait des blagues, qui vous dit que c'est la chose qui va absolument sauver le monde du danger de l'IA, c'est pas vraiment ça qui fait la faisabilité. Le problème des Zero Knowledge Proof, et c'est souvent le problème des solutions technologiques et des problèmes technologiques, c'est que ça dépend d'une avancée technologique. Donc, la façon dont ça fonctionne, en gros, c'est que c'est très ressources intensive et qu'aujourd'hui, si conceptuellement c'est une solution, factuellement, ce n'est pas encore une solution. Donc il y a aussi, je pense, un point qui est intéressant de voir, peut-être qu'aujourd'hui, la blockchain, du fait d'un changement de perspective peut-être du législateur, et donc des banques, du législateur américain, et des banques, devient une possibilité. Voilà. Avant, chez Google, on s'en foutait. Il y a 7 jours, Google publie le A2P, Agent Payment Protocol. Voilà, donc, et puis, vu que c'est Google, ils ont une distribution, donc il y a 60 boîtes qui vont de Mastercard à PayPal, en passant par Coinbase, et ils disent, ce qu'on explique, enfin, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure sur justement les standards d'infrastructure, les MCP, ou alors notre standard à nous, Google, mais qu'on ouvre à tout le monde évidemment, parce qu'on est Google, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez donner à votre agent la liberté de, s'il voit des chaussures vertes à moins de 60 €, l'acheter pour vous. Donc ça existe en fait maintenant, et je pense qu'il y a aussi... Avant, c'était compliqué, enfin je sais pas maintenant, mais c'était compliqué d'avoir une boîte qui dit qu'il fait de la crypto, d'avoir une banque en France. Maintenant, c'est moins un problème. Enfin, la BPI participe à cet effort, je pense. Mais donc, il y a une mainstreamisation de cette technologie. Donc, il y a deux choses qui sont les possibilités techniques. Pour la blockchain, à mon avis, elles ont toujours été là. C'est de plus en plus fort maintenant. Mais il y a aussi une maturité des attentes, des usages et de la possibilité de faire effectivement du business qui est là. Ouais, je pense que la blockchain ne pourra pas tout faire non plus, c'est pas l'outil magique. Et l'idée de dire on traque sur la blockchain chaque action d'un agent ou autre, en fait, la réalité, c'est que c'est extrêmement coûteux. Ou alors, il faut vraiment choisir la blockchain qui consomme moins d'énergie et en fees, mais vous n'allez pas traquer sur Ethereum chaque interaction, vous allez avoir un budget impossible. Donc effectivement, il faut réfléchir à d'autres modèles. Et la réglementation, la pression de la société en fait partie aussi, je pense. Oui, je voulais dire à peu près la même chose. Je reviens au titre qui est bien choisi, mariage de raison. Il y a des use cases qui sont très importants, très intéressants. Et je ne sais pas s'il y a des investisseurs aussi, ici, des VCs ou d'autres investisseurs avec nous, certainement très lucratifs parce qu'on parle des très grands marchés. Cette question de data provenance and data agency, je vous donne une idée. On a fait une sondage dans 7 grands pays autour du monde sur 5 continents. Il inclut la France, les États-Unis, Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde et d'autres. Et le résultat, c'est que 8 sur 10 personnes ont vraiment le sentiment de perdre tout contrôle sur la donnée sur Internet. Du coup, toute l'application qui va pouvoir résoudre ça a un très grand potentiel et la blockchain, dans tout cela, a un très grand potentiel. Mais en même temps, c'est une technologie qui peut être très coûteuse. On ne peut pas stocker la data là-dessus. C'est une vérification. Il y a aussi des possibilités de tokenisation, bien sûr, mais ce n'est pas une magic silver bullet. Et je pense que c'est très normal, nous sommes early stage, surtout dans cette intersection entre le AI et la blockchain. C'est quelque chose de très early et bien sûr, on verra une sorte de hype cycle où des gens qui veulent absolument appliquer la blockchain à la AI et des gens qui veulent absolument appliquer la AI à la blockchain. Oui, mais après le marché va corriger ça et je pense que surtout au niveau vraiment avec un mindset infrastructure, il y a des applications énormissimes dans cette interaction, mais évidemment, au début, il y a aussi toujours un hype et des applications qui peut-être ont moins de sens que d'autres. Ça, c'est très normal, je trouve. Merci. On a beaucoup parlé, en effet, à l'époque, déjà quand GDPR est sorti, de l'interaction et de la compatibilité de GDPR avec blockchain. Et on en parlait. Je pense que la seule limitation qu'on voyait, c'était le fait qu'on ne peut pas effacer de données de la blockchain alors qu'on a le droit à l'oubli avec GDPR. Donc, c'était des choses qui posaient un peu question.
je parle de GDPR parce qu'on va se recentrer peut-être un peu sur l'Europe et voir votre point de vue sur comment l'Europe appréhende ces deux secteurs lorsqu'ils sont combinés. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'Europe, surtout si on voit ce qui se passe dans d'autres régions au monde, juste parlant sur l'Europe, je pense qu'il y a une grande proposition dans le marché international avec beaucoup d'intérêt des utilisateurs partout au monde sur une trust layer dans l'âge de AI. Avec tout ce qui est devant nous, surtout avec l'adoption de Agentic AI, je pense qu'il y a une vraie recherche des solutions non seulement à l'usage privé, mais vraiment, même quand aujourd'hui les gens construisent des boîtes qui utilisent l'AI, les fondateurs se posent des questions, comment je peux faire ça d'une manière responsable. Je parle, comme j'ai évoqué, beaucoup avec des investisseurs, des IP et des VC partout au monde sur ces sujets-là. Tout le monde cherche des solutions et je pense que tout ce qui est cette infrastructure layer tech sur le stack, que cette intersection entre blockchain et AI, surtout sur les sujets de human agency, provenance, verifiability, micro-stakes and value generation. Ce sont des sujets énormissimes. Du coup, je pense qu'il y a un potentiel vraiment pour l'Europe d'être un leader là-dedans. Et aussi, je pense que l'Europe, on a évoqué aussi qu'il y a une intersection entre blockchain et AI pour tout ce qui est certification des audits, des automation possibilities grâce à la AI. Je pense que l'Europe a aussi un grand potentiel pour tout ce qui est assurance technology and regulatory technology sur le sujet comme ça. Mais il faut une certaine vision et je pense qu'il faut une boldness des entrepreneurs to lean into this intersection et une boldness aussi du monde du capital, des IP, des VCs, d'autres investisseurs de vraiment tester des nouveaux business models, parce qu'une autre question, c'est des business models for infrastructure solutions. C'est pas souvent les mêmes business models qui peuvent appliquer pour software as a service. C'est d'autres mécaniques de growth et de monetization. Du coup, je pense que ça demande boldness, vision et aussi un peu d'innovation pour être un leader mondial dans cette intersection. Et du capital. Non, mais ouais, c'est quand même aussi... moi, je reviens des États-Unis, où j'ai passé 10 ans. Les niveaux d'investissement ne sont quand même pas comparables. Et donc, l'innovation, elle existe en Europe. Et on a une belle diversité. Et c'est ce qui fait la force aussi des modèles AI qui peuvent sortir d'Europe par rapport à des modèles plutôt américains qui ont une certaine vision. Mais il faut un investissement plus conséquent. Après, pour revenir sur le côté aussi cadre réglementaire, c'est pratique quand on est un entrepreneur de savoir dans quel cadre on évolue. Ripple, aux États-Unis, on a évolué dans un cadre un peu flou, on s'est fait taper sur les doigts. C'est pas mal de savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire parfois avant de démarrer. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Beaucoup plus. Alors, on a MiCA en Europe, avec ses avantages et ses inconvénients. On a le Genius Act maintenant aux États-Unis. Et donc, on sait un peu plus ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, tu vois, aux États-Unis, c'est Ask for Forgiveness. Donc, et j'ai appris qu'en France, avec le code romain, si ce n'est pas interdit, on peut le faire. Je peux juste un two finger on this parce que je pense qu'il y a une dimension aussi très intéressante. On a évoqué GDPR, le AI Act a beaucoup de criticisme aussi, surtout du monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Je pense que cette intersection à l'infrastructure entre AI et blockchain a aussi la possibilité d'être une catalyst ou une enabling technology, d'implémenter plein de régulations et absorber leur complexité, on l'implémente vraiment à l'infrastructure layer sur tous ces sujets comme data control avec des AI systems, des questions de audit. Je pense qu'il y a un grand potentiel de pas seulement voir la régulation d'Europe comme limiteur, mais un cadre de legal certainty, c'est pas mal aussi, je pense, on se rend compte. Et de plus en plus, je pense que les technologies plus de nature assurance tech, RegTech, qui peuvent avoir un lien avec la blockchain dans le AI, peuvent juste réduire la complexité
d'une manière assez importante. Et on a vu ça avec le FinTech, quand on arrive à absorber la complexité de la régulation, c'est là où on peut juste construire, et plein des soucis réglementaires peuvent être automatisés grâce à la technologie. C'est vrai qu'on en parlait souvent, où on disait si les régulateurs intégraient la blockchain, ils pourraient avoir un exercice de supervision qui serait facilité. Ouais. C'est marrant parce que c'est justement cité Track20, par exemple, dans des recommandations sur anti-money laundering, voit la blockchain comme effectivement parfois un problème, mais aussi c'est quelque chose qui nous a souvent été, comme quelqu'un contraint de répéter, que si vous voulez faire de la zero knowledge et de la blockchain pour cacher des choses, c'est pas une bonne idée du tout. Et donc il y a vraiment une transparence qui est là, la possibilité d'audit est là. Après, il y a quand même, pour l'Europe, un équilibre à trouver, au sens où ça doit être une régulation qui doit avoir lieu pour un business. Et ce business doit pouvoir exister avant d'être régulé. Regulation for regulation n'a pas beaucoup de sens. Le regain d'intérêt de la crypto là a lieu du fait de la réalisation que les stablecoins pourraient effectivement être une pierre d'achoppement, ou en tout cas certains cryptoactifs pourraient être une pierre d'achoppement des échanges internationaux. Ces échanges ont lieu en US dollars aujourd'hui dans leur extrêmement grande majorité. C'est c'est le donné de The Big Whale, c'est 0,2% des stablecoins qui sont en euros. Donc effectivement, il y a aussi cette idée-là de dire, bon, est-ce qu'on peut réguler un marché, mais il faut que ce marché existe. AI Act a beaucoup de critiques. Je pense que, comme il l'avait fait pour le RGPD, la façon dont AI Act est écrit, c'est-à-dire que ça décrit des risques, puis ensuite, on verra bien. Et c'est d'abord les gros qui doivent découvrir et payer. Mais bon, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, c'est une bonne approche. Mais si, effectivement, tout le monde se dit, aux États-Unis, il y a une appétence pour le risque, il y a des investissements qui sont 100 fois ceux d'ici, il y a un marché qui est comparable, bah, ça peut être un danger. Donc, c'est aussi, encore une fois, la BPI, je pense, y participe, créer les conditions d'un marché qui ne soit pas flippant pour les startups, on va dire, et où on peut se dire on va d'abord réussir ici et ensuite l'exporter. Moi, ce que je peux dire de ce que je vois de nos clients, c'est que la régulation européenne force des conversations qui sont du type quel modèle utilisez-vous? Est-ce que vous utilisez les données pour former les modèles ou entraîner les modèles? C'est des points où, en tout cas, nos clients sont attentifs. Alors, parfois avec un petit manque d'informations, parce que je vais partager une anecdote, mais donc j'ai un client qui me dit oui, mon LLM, il faut absolument qu'il soit souverain et qu'il vienne de cette boîte, et donc je lui dis, parce que je connaissais assez bien son infrastructure, et donc tu me dis ça sur une stack Databricks et Azure, mais tu veux que ton LLM il soit souverain. Bon, on va reprendre à la base. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire et pourquoi on cherche à le faire? Mais en tout cas, moi, ce que je vois de mes clients, c'est que ça les encourage à poser ces questions et à se poser la question de la nature de la technologie qu'ils utilisent et de comment est-ce qu'elle va bénéficier leur entreprise et leurs clients. Parfois, peut-être pas avec le niveau suffisant d'information comme l'anecdote que je viens de dévoiler, mais en tout cas, ça fait poser la question. Et moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bénéfique. Et l'AI Act, pour moi, la responsabilité des dirigeants d'entreprise, et j'ai travaillé pendant longtemps en dirigeant de grandes entreprises, la responsabilité des dirigeants d'entreprise de se sentir responsables du système d'information et des impacts pour les consommateurs ou pour les collaborateurs du système d'information, pour moi, en analysant les risques et en les catégorisant, c'est quelque chose d'essentiel dans la façon dont on fonctionne et dans nos économies. C'est pas un nice to have de se dire, et vous connaissez ce fameux exemple des postiers anglais, où en fait les postiers pour des questions de fraude avaient été licenciés, et on a découvert plusieurs années après qu'en fait c'était le système d'information qui avait été mal codé et qu'en fait ça avait détourné de l'argent de cette façon-là. Et donc les dirigeants et les personnes qui étaient responsables ont été mis face à leurs responsabilités. Et pour moi, il faut se poser ces questions. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a de plus
des systèmes d'information, de l'informatique qui vient manipuler la donnée, puisque à la fin c'est ce que ça fait, mais en tout cas qui vient la manipuler, je pense qu'on peut utiliser ce mot, l'utiliser, la transacter, c'est important. Et c'est pour ça que nous, on a choisi d'avoir des solutions qui sont sécurisées, qui permettent d'avoir la transparence et la fiabilité, mais en tout cas, c'est aussi ce qu'on ressent de la part de nos clients. C'est aussi pour ça qu'on les a construites en se disant, c'est notre métier, c'est la façon dont on comprend ce service client, etc. Après, voilà, comment ça se transcrit dans des modèles économiques très larges qui sont tirés par la tech américaine, puisqu'aujourd'hui, ce qui truste le S&P 500, c'est les gros de la tech américaine. C'est sûr qu'on peut se dire que c'est pas dans un mouvement premier ce qui est le fer de lance de l'économie européenne. Et donc, c'est un peu ce que tu poses comme question, Paul, qui est quelle est l'opportunité pour l'Europe par rapport à ça, et comment on fait pour pas appliquer juste de la régulation dans des chaînes de valeur actuelles, mais qu'on arrive à avoir ce dont tu parles, c'est-à-dire cette vision et de se dire, voilà, en fait, on pose ces bases parce qu'elle va nous porter dans une économie, un mode de vie, une façon dont je consomme dans ma société ou dont je donne et dont je vis, qui correspond à des valeurs. Donc ça va être, je pense, un mouvement qui va être quand même assez fort. Tu parlais des systèmes d'ARR et que l'infrastructure n'est pas de l'ARR. On va voir comment les années qui viennent apprécient ce sujet. Si les valorisations ont été, si on a coté de l'infra sur de l'ARR plus software, ou si maintenant on a valorisé vraiment de l'infrastructure pour ce qu'elle était. Je pense que ça va être dans les questions qui arrivent. Et qu'est-ce que c'est de l'IA confiance, des systèmes d'information de confiance, un système inclusif qui permet d'avoir les bons gestions de droits, la bonne façon de manipuler cette donnée qui arrive. Et c'est peut-être là où l'Europe va se retrouver effectivement avec ce que tu mentionnais, des capacités d'avoir développé de la régulation, des capacités de se familiariser avec les technologies. Mais tout ça, c'est beaucoup d'efforts encore à fournir et on ne le voit pas encore complètement. On voit les prémices et on voit les envies. Il faut on le voit dans le modèle économique de certaines des entreprises, mais il faut encore que ça atteigne de l'échelle. C'est une grande opportunité et je pense que les gens du camp blockchain ici dans la salle doivent peut-être après prendre un café avec le camp AI pour explorer ça. C'est une opportunité gigantesque du marché, du potentiel d'impact. Moi, je qualifie plein des business cases qu'on a abordés aujourd'hui, même en impact entrepreneurship ou impact investment, si c'est un terme qu'on peut utiliser, parce que c'est vraiment au-delà de juste créer des businesses qui répondent à des questions très systémiques, mais vraiment contribuer à une meilleure société et économie digitale dans l'ère de AI, de agentic AI. Je pense que c'est une très belle verticale dans laquelle on peut construire. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question. Et je vais lancer une bouteille à la mer. On a vu, comme je disais, beaucoup de propositions de valeur tomber entre blockchain et AI. Quels sont pour vous les red flags quand vous voyez une start-up devant vous qui combinerait les deux technologies? Quels sont les red flags où vous vous dites non, là ça s'applique pas, ça n'a pas de valeur? C'est un peu hache, mais... D'un point de vue investissement ou utilisateur? Oui, les deux en fait, parce que l'un mène à l'autre de toute façon, donc c'est un peu... Bon, j'y vais alors. D'un point de vue utilisateur, sécurité de mes données, de ce que je vais faire, compliance, je pense que c'est un point important. Et derrière, côté investissement, qui est aussi lié à mon expérience utilisateur, c'est quelle est la pérennité, la viabilité de ce projet, et donc est-ce qu'il y a un business model derrière, quel qu'il soit. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Et si je ne vois pas de business model, dans ce cas-là, pour moi, c'est un red flag. Je pense pour comprendre qui sont les 5 000, 10 000 premiers utilisateurs. Okay, tout le monde ne va pas aller utiliser la technologie, donc zéro knowledge proof, pourquoi pas, mais toute technologie. Donc vraiment, est-ce qu'ils existent? Est-ce que ça peut être maintenant? Parce qu'évidemment, on est un peu tous
matrixé par Google, qui dit genre ils construisent for everyone, tout le monde construit for everyone, mais c'est qui les gens qui vont payer? Est-ce qu'il y a des gens qui payent? C'est la première chose. Et du coup, est-ce que les gens vont vraiment payer? C'est-à-dire qu'il y a aussi ce problème qui est de dire tout le monde est concerné par les données, ça c'est un vrai truc, mais est-ce que les gens agissent? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça? Est-ce que vous n'utilisez pas tous le même mot de passe partout? Donc il y a un peu ce truc-là. D'ailleurs, c'est votre problème numéro 1, vous ne faites absolument rien pour agir. Si vous allez résoudre ce problème-là, est-ce que vous avez trouvé des gens qui vont payer pour ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, des one password, etc., qui galèrent à trouver. Pourtant, c'est un vrai problème qui existe déjà, quoi. Donc il y a aussi cette idée-là qui est souvent déclarative versus est-ce que les gens sont prêts à le faire. Donc soyez sûr que votre technologie est facile à utiliser par des gens qui veulent l'utiliser, et si possible, qu'ils puissent payer. Mais ça, c'est plus du côté business. Oui, je pense aussi c'est une question du modèle de monétisation qu'il faut se poser la question qui est le produit en fait, ceux qui payent, ceux qui utilisent, est-ce que c'est quelque chose de sustainable? Je pense que les deux technologies, la blockchain et le artificial intelligence ou machine learning, on le voit, ils peuvent résoudre des vrais problèmes socio-économiques qui avancent nos sociétés, mais ils peuvent tous les deux aussi être très néfastes et amplifier la polarisation, la pollution, la concentration des données, de plein des choses qui sont identifiées comme pas idéales pour le futur de notre monde économie. Mais ils peuvent aussi aller dans l'inverse. Et je pense que il faut l'innovation dans cette intersection. Et je pense, comme on a aussi vu, surtout dans la blockchain, qui est un peu plus vieux que le AI hypé depuis 2-3 ans, on a vu qu'il y a toujours cette normalisation et des applications qui ont vraiment du sens. They will persist. What works persists, comme dit toujours Vint Cerf. Écoute, moi, je pense qu'on n'a pas vu dans les use cases, c'est trop tôt pour dire. Je pense qu'en fait, on verra des choses très disruptives qui émergeront, comme le Bitcoin a émergé. Et est-ce que c'est good or bad? Who knows? Mais je pense qu'on va voir des choses comme ça qui ne sont pas possibles d'un point de vue de l'investissement. Tu vois ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle économique, ça peut être du non-profit, ça peut changer des choses qui sont différentes. Donc après, ça dépend vraiment de ton angle. Tu vois, est-ce que tu es en train de faire de l'impact investing sur un fonds qui, de toute façon, ne rétribue pas des investisseurs à l'image de 2050 et donc who matter, ou est-ce que tu es en train d'être dans l'investissement où tu vas beaucoup plus regarder l'équipe, c'est quoi ton ICP, c'est quoi ton business model, et à ce moment-là, on revient sur les chaînes de valeur que j'ai mentionnées plus tôt. Mais pour moi, il y aura peut-être différents types d'investisseurs, différents types de matérialisation. En tout cas, on peut s'attendre à ce que quelque chose sur la provenance, sur l'identification des données, sur les chaînes de valeur que j'ai mentionnées, qui soit quand même assez disruptif. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Et merci.